Bonjour et bienvenue sur Huntington Podcast, le podcast dédié à la maladie de Huntington. Je suis Thomas et j'aide mon père depuis plus de 10 ans au quotidien. J'ai décidé d'aller à la rencontre de personnes inspirantes, malades, aidants, porteurs, personnels du corps médical, pour nous aider à comprendre et mieux vivre avec cette maladie. Tous nous expliquent les différentes étapes par lesquelles ils passent et comment ils avancent et continuent dans la vie. Ce podcast soutient l'association Huntington France, présente sur tout le territoire. Elle s'occupe de faire connaître la maladie, de financer la recherche médicale et d'accompagner les malades et leurs familles dans toutes les étapes. Je vous conseille vivement d'y adhérer pour recevoir les dernières actualités. Vous retrouverez le lien du site internet dans la description de l'épisode. Bonne écoute à tous. Bonjour Vinciane. Bonjour Thomas. Merci de prendre du temps pour discuter sur Huntington Podcast. Aujourd'hui, on va aborder ton rôle au sein de l'association Huntington belge francophone. Et tu vas nous expliquer ton rôle, un peu plus sur l'association en Belgique et un peu les spécificités de la prise en charge d'un malade Huntington en Belgique. Est-ce que, pour commencer, tu peux déjà te présenter et nous parler de l'association ? Je m'appelle Vinciane, je suis assistante sociale de formation. Je travaille à la Ligue Huntington francophone belge depuis maintenant 22 ans. Je suis la première employée en fait de l'association. La Ligue, elle existe depuis 1996 officiellement. Elle a démarré un petit peu plus tôt dans la cuisine d'une des familles qui est fondatrice de l'association, voilà. Cette association, elle est située où ? Le siège, il est où ? Alors, le siège, il est situé dans la province de Liège. D'accord. Mais on couvre toute la Wallonie et Bruxelles francophone. D'accord. Donc, on a un bureau dans un hôpital, en fait, qui nous laisse un bureau gracieusement depuis le démarrage. On est indépendant de l'hôpital et en tout cas, on peut bénéficier des avantages de l'infrastructure dans laquelle on se trouve. Voilà. Super. Et ça rassemble donc combien d'adhérents, la partie francophone de la Belgique ? Alors, au niveau des adhérents, c'est un peu compliqué dans le sens où au départ, on avait mis en place une cotisation. Ouais. Donc, si on parle en termes d'adhérents, en termes de personnes qui cotisent, au démarrage, il y avait à peu près 150 à 200 adhérents. Donc, ça veut dire des personnes qui payaient une cotisation. Mais dans la réalité, il y avait beaucoup plus de personnes qui étaient en contact avec l'association et pour lesquelles j'intervenais pour des informations, etc. Bien sûr. Donc, on a décidé à un moment donné de laisser tomber cette idée de cotisation. D'accord. Parce qu'on intervient aussi bien pour les gens qui sont membres cotisants que ceux qui payent pas de cotisation. Donc, les gens, ils font un don du montant qu'ils veulent et ils sont membres de l'association. Donc, pour l'instant, pour donner un chiffre, par an, on a à peu près 400-450 personnes dans notre listing, mais ça veut dire aussi qu'on a toute une série de personnes qui ne sont pas dedans parce qu'elles n'ont pas spécialement versé de dons. Ça veut dire que j'ai des grandes familles où ils sont 14 frères et sœurs, par exemple, où il y a 7 membres de la famille qui sont en contact direct avec l'association, mais il y a bien plus de personnes qui sont concernées dans la famille directement. Et donc, on rappelle, mais la Belgique, elle est, on pourrait dire un peu coupée en deux, parce qu'il y a donc 2 langues en Belgique, même un peu plus d'ailleurs, mais on va dire la grande majorité, on va dire, on pourrait la diviser en 2. Comment ça se passe ? Parce que donc il y a une autre association qui s'occupe des non-francophones, en fait ? C'est ça. Donc, en fait, il y a la Ligue Huntington francophone et la Huntington Liga, donc qui, elle, s'occupe du côté néerlandophone du pays. Donc, comme en Belgique, on fait tout x2, voire x3, parce qu'il y a la langue allemande aussi. Oui. Donc, il y a effectivement 2 associations en Belgique. Maintenant, la Ligue flamande existe depuis plus longtemps que nous. Elle a 30 ans d'ancienneté par rapport à nous, donc 30 ans plus que nous. Ah oui, ok. Et au niveau du territoire, je vais dire, on couvre plus ou moins le même nombre de familles. Pareil au niveau géographique, c'est plus ou moins équivalent. Par contre, la différence, c'est qu'il y a plus d'employés du côté néerlandophone. Ils sont 7 employés à faire le même job que nous à 2, en fait.
Mais là, c'est les inégalités au niveau du gouvernement belge où il y a un côté qui a un petit peu plus de moyens que l'autre, on va dire. D'accord, ok. Et pour bien comprendre, donc à l'association, on va rester sur l'association donc francophone qui est celle dont tu t'occupes. Vous prenez un peu plus en charge que nous en France, on va dire les malades de Huntington, parce que ça t'arrive même de te déplacer chez eux pour les aider à avancer bien souvent en fait dans leurs problèmes administratifs, je pense. Oui, tout à fait. Donc, au-delà du côté répondre au téléphone, prendre les appels, donner une première information en fonction des questions, il y a aussi tout un accompagnement psychosocial des malades et des familles au niveau administratif, au niveau aide financière, aide matérielle, etc. Et où je me rends au domicile des gens, déjà pour faire connaissance, pour me rendre compte aussi des réelles difficultés, parce que entre un contact téléphonique et ce qu'on nous en dit et comment on peut se rendre compte des difficultés d'une famille au domicile, forcément il y a une différence. Et c'est surtout pour être au plus juste et au plus adapté par rapport à ce qu'on propose, parce qu'en fonction de l'aide qu'on va proposer, il faut se rendre compte aussi de la réalité des gens. Tout à fait. Non mais c'est bien que vous puissiez faire ça. C'est un vrai plus, je pense, pour les familles. Et justement, pour rentrer un peu dans le sujet du parcours donc d'un malade Huntington, alors il n'y a pas vraiment de parcours classique, mais on va dire comment ça se passe. C'est-à-dire que si on part à partir du moment où il fait un test pour savoir s'il est porteur, qu'est-ce que ça déclenche à ce moment-là si c'est positif et qu'il est porteur? Ok, donc là, le patient a déjà fait son test et il a déjà son résultat positif et appelle la Ligue, c'est ça. En gros, c'est je sais que je suis positif, qu'est-ce que je peux faire? Oui, c'est ça. Ok. Mais là, disons que s'ils sont en fonction d'où il en est, donc si c'est un test prédictif, donc il n'a pas de symptômes, on est clair avec ça. Voilà. Ouais. Dans un premier temps, au niveau administratif et social, il n'y a pas grand-chose à faire. Dans le sens où la personne, si elle travaille, elle continue à travailler, à vivre sa vie, je vais dire, et c'est quand les premiers symptômes peuvent apparaître qu'on peut envisager de mettre des choses en place s'il le souhaite. Maintenant, il y a toujours évidemment le soutien psychologique et l'accompagnement psychologique qui peut être mis en place dès le départ. Et au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, là on voit au niveau du travail si ça commence à être compliqué, s'il n'y a pas des possibilités d'aménager le poste de travail aussi. Donc là, moi personnellement, je conseille toujours aux gens d'avertir la médecine du travail, chez nous, parce qu'ils sont pas là pour contrôler les travailleurs, mais pour les aider justement. Il vaut mieux que la médecine du travail soit au courant, peut-être avant l'employeur, pour éviter éventuellement des licenciements abusifs, parce que ça peut arriver aussi. Mais toi, tu dis de parler à ton employeur de ça quand tu as fait le test et qu'il n'y a aucun symptôme? Non, pas forcément, mais d'un moment donné, pouvoir envisager de parler à la médecine du travail, parce que quand les symptômes vont apparaître, les collègues ou l'employeur va commencer à se poser des questions. Alors soit on a un employeur sympa et des collègues sympas, qui vont essayer d'aider au maximum dans le travail, soit c'est pas le cas et on a des collègues et un employeur qui va vous mettre des bâtons dans les roues ou alors se servir de cette information pour mettre un terme au contrat de travail. Bon, c'est pas très sympa, mais ça peut arriver. Et est-ce que à ce stade-là, il est rattaché à un neurologue? Alors, au stade du test prédictif, tout dépend de la personne. Il y a des personnes qui vont, après le test prédictif, vouloir un petit peu savoir tout ce qui peut se dérouler par la suite. En général, il y a l'historique familial, donc ils savent très bien ce qu'est la maladie, comment ça évolue, mais ils veulent savoir quand ça va devenir un peu plus compliqué, à quoi j'aurai droit. Et donc là, ils demandent plein d'informations. Ils demandent aussi vers qui ils peuvent s'orienter. Et donc là, c'est toujours aussi d'essayer de serrer les informations, parce que sinon ils en ont plein la tête et c'est pas la peine non plus de les noyer dans tout ce qui peut exister. C'est une chose à la fois à un moment donné et donc s'il le souhaite, il peut éventuellement prendre rendez-vous chez un neurologue, mais s'il n'y a pas de symptômes, c'est pas utile. Maintenant, s'il le souhaite, il le peut pour une première consultation, un premier rendez-vous, un premier contact. Ça, c'est pas... Donc on va dire qu'on avance un peu dans les années, les premiers symptômes commencent à apparaître.
là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que là, donc, il est rattaché à un neurologue, il va voir son neurologue, et tout de suite, on met à sa disposition des aides de prise en charge, comme, je sais pas, un peu de kiné, un peu d'orthophoniste, etc. Ou c'est à chacun de faire la demande? Alors, en fonction de l'évolution de chacun et du neurologue vers lequel il va se diriger, parce que tous les neurologues ne vont pas être spécialisés dans la maladie d'Huntington non plus. Admettons qu'il va vers un neurologue spécialisé, le neurologue va effectivement pouvoir proposer des aides plus adéquates avec une prescription de kiné, d'orthophonie, etc. Si c'est pas le cas, c'est un petit peu le parcours du combattant en fait pour chaque patient et la famille, de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, où est-ce qu'on va, à qui est-ce qu'on s'adresse et comment ça marche. Donc là, c'est à ça que sert l'association aussi, c'est de pouvoir guider les gens, les accompagner, les orienter vers les bonnes personnes au bon moment et pas à pas au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Et tout ce qui est au niveau de la prise en charge, alors là, je parle plutôt d'un point de vue financier. Est-ce qu'il y a des particularités? Est-ce que vous prenez tout en charge, c'est-à-dire en tant que orthophoniste, kiné, etc. Est-ce que la sécurité sociale belge prend ça en charge? Alors la sécurité sociale belge prend ça en charge, mais encore une fois, ça dépend du stade de la maladie et de la prescription du médecin. Donc il y a des catégories pour lesquelles il y a des remboursements plus importants que d'autres. Et dans le cas de la maladie de Huntington, le médecin doit prescrire des séances kiné, mais avec une prescription pour pathologie lourde, par exemple, pour avoir un remboursement plus important. Pareil au niveau de l'orthophonie. Il y a quelques années d'ici, il y avait par exemple le souci au niveau du remboursement de l'orthophonie, c'était pour 2 ans. Maintenant, on est bien d'accord que la maladie elle dure plus longtemps que 2 ans et qu'on a besoin de plus que 2 ans de remboursement au niveau de la prise en charge à ce niveau-là. Et donc là, c'est aussi le travail des assos et des travailleurs sociaux et de toute une série de services de batailler pour obtenir plus de remboursement, une reconnaissance plus importante, ce qui est le cas maintenant. Donc il y a un remboursement plus long par rapport à ce type de patient. Tu trouves que en Belgique, les gens sont quand même assez bien pris en charge? Alors oui, quand on sait ce qu'on veut, quand on sait ce qu'on cherche et quand on sait où on doit s'adresser. Parce que ça reste toujours compliqué parfois d'une situation à l'autre en fonction des revenus de la personne. Par exemple, pour des reconnaissances de handicap, elle va avoir droit ou pas droit, alors que le problème il reste le même. Si on vit en couple, maintenant c'est tombé cette histoire-là il y a peu de temps. On n'aura peut-être pas droit à son allocation de reconnaissance de handicap parce qu'on tient en compte les revenus du conjoint, et donc on avait appelé ça le prix de l'amour en Belgique, qui a été supprimé et aboli il y a à peu près 1 an, je pense, où ils ont quand même compris que le handicap restait le même, qu'on soit en couple ou pas en couple, et que les besoins en lien avec la perte d'autonomie étaient identiques. Et pourquoi tu penses que justement on met pas tout en place à partir du moment où on sait que la personne a la maladie de Huntington? Pourquoi toutes les aides sont pas déclenchées à ce moment-là? Pourquoi on n'a pas connaissance de tout ce qu'il y a à notre disposition en tant que famille, en tant qu'aidant, en tant que malade? Parce que je me souviens dans l'épisode de podcast avec la personne québécoise que j'interviewais, elle disait exactement ça également, qu'en fin de compte, on a le droit à plein de choses, mais on nous dit pas à quoi on a le droit. Donc en fait, c'est à nous de tout le temps chercher. Pourquoi tu penses que c'est comme ça? Je pense que c'est pas le cas pour tout le monde non plus. Il y a aussi des mentalités qui font que pour beaucoup de personnes, quand on a un diagnostic qui est posé, on attend peut-être un peu plus du médecin au niveau des informations qui peut donner de l'orientation. Alors il y a des personnes qui vont tout de suite aller chercher un petit peu plus loin que ce qu'on leur a dit et qui vont se renseigner, et puis ceux qui vont se contenter de l'information que le médecin a donnée, et puis on verra bien. Maintenant, il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place pour essayer de rassembler un maximum d'informations en un seul endroit,
pour faciliter justement l'accès à l'information aux patients et qu'ils puissent savoir, j'ai un problème, j'ai un diagnostic par rapport à une maladie ou un handicap, à quoi est-ce que j'ai droit, à qui je peux m'adresser, vers où je peux aller. Mais encore une fois, il faut pouvoir communiquer autour de ces informations-là, et que la personne elle puisse les trouver. Et même les services sociaux, je veux dire, même les mutuelles, ne sont pas toujours informés de tout, ou en tout cas ne donnent pas toujours toute l'information. L'information est un peu trop éparpillée, et finalement chacun a une petite connaissance de sa partie en fait. C'est ça. Et c'est en ça que je trouve que le rôle des associations de patients est intéressant et important, parce qu'on est finalement spécialisé dans une pathologie, dans un handicap, etc. Et on a l'habitude du parcours du combattant, je vais dire, et on sait ce qui est utile, important et intéressant à un moment donné, parce qu'il y a des recherches qu'on a déjà fait. On sait que dans ce sens-là, ça sert à rien d'aller parce que les personnes vont s'épuiser. Par contre, dans telle ou telle direction, on peut plus facilement réorienter. C'est entre guillemets un service un petit peu sur mesure. Dans telle situation à un moment donné, ça, vous avez ça et ça et ça à disposition. Vous pouvez vous orienter vers telle et telle personne ou tel et tel service. Et si vous avez besoin, on peut vous aider. Depuis la France, on entend souvent parler de logements en Belgique, de places disponibles. En France, il y a un manque cruel de places pour, notamment dans les MAS, dans les maisons d'accueil spécialisées pour les malades Huntington. Et assez régulièrement, au sein de l'association, on entend des familles qui ont réussi à trouver une place en Belgique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce qui se passe en Belgique avec les logements ? Alors, le problème de logement, il est identique en Belgique qu'en France. D'accord. Je pense que c'est encore un mythe, comme le sujet dont on va parler juste après, de penser qu'il y a plus de places en Belgique qu'en France. Maintenant, on a deux centres de référence du côté wallon, il y a 2 centres de référence du côté néerlandophone, qui collaborent chacun avec des structures d'accueil spécialisées. Donc, il y a du personnel spécialement formé à la prise en charge des patients, mais il y a des lits disponibles, mais les lits sont limités. Donc, pour donner une idée, chaque centre de référence a 5 lits disponibles en milieu hospitalier. D'accord. Et collabore avec 3 à 4 structures d'accueil qui, dans chacune, ont 5 lits. Donc, ça veut dire que par rapport à l'hôpital de Liège, qui est un des hôpitaux de référence, 5 lits hospitaliers plus 15 lits en structure d'accueil, ça fait 20 lits au total. Du côté de Namur, où il y a un autre hôpital de référence, c'est 5 lits, collabore avec 4 structures, donc ça fait 25 lits au total. Donc le nombre de lits spécialisés Huntington en Belgique francophone, voilà les chiffres. D'accord. Donc, il n'y a pas énormément de lits, et encore moins disponibles, il y a des listes d'attente. Maintenant, les centres de référence, le personnel du centre de référence, les associations, on travaille avec d'autres structures d'accueil, heureusement, qui veulent bien prendre en charge des patients. Et alors, en fonction du stade, des difficultés, soit ils sont orientés vers des structures d'accueil type MAS, nous ou alors des MRS, c'est l'équivalent aux EHPAD chez vous. D'accord. Alors, on sait que les patients, en général, ils ont 45, 50 ans. Se retrouver en EHPAD, c'est pas l'idéal. Maintenant, les MRS, donc chez nous, qui sont dans les conventions avec les centres de référence, ont aussi du personnel spécialement formé pour la prise en charge des patients. Maintenant, on va pas orienter n'importe quel patient vers ce type de structure. C'est en fonction de son profil aussi. Et on essayera d'abord le maintien à domicile et de faire tout ce qu'il faut pour le maintenir le plus longtemps au domicile avant d'envisager un placement. Donc il y a pas plus de place que ça en Belgique. Non. C'est juste que peut-être qu'on entend peut-être un peu plus parler. Il y a par contre ce qu'on appelle des structures comme des MAS, qui sont des structures frontalières et qui sont des structures qui sont agréées chez nous et qui n'ont pas de financement en Belgique et qui sont financées par la sécurité sociale française et où il y a que des Français qui sont pris en charge dans ces structures-là.
Pourquoi ? D'accord. Parce que ça coûte excessivement cher et que le petit Belge moyen peut absolument pas se payer ce genre de structure qui, je pense, au niveau du coût par mois, ça c'est entre 4 000 et 5 000 euros, qui, je pense, sont pris en charge par la MDPH. Et d'après ce que je comprends, ça revient moins cher à la sécurité sociale française de prendre en charge ce type de patients en Belgique qu'en France. Et donc, il y a pas mal de structures frontalières qui accueillent des Français. Donc, j'imagine que ça répond un petit peu à la question des Français qui trouvent des places en Belgique. D'accord. Ok, donc c'est pas forcément des établissements spécialisés pour malades Huntington, mais c'est les établissements où quand même il y a certains Français qui arrivent à trouver des places, et on va dire que c'est mieux que d'être à la rue, quoi. Voilà, maintenant, quand il y a des patients Huntington qui sont pris en charge dans ce type de structure, certaines sont amenées à travailler avec les centres de référence parce qu'ils ont déjà accueilli plusieurs patients et que finalement il y a des collaborations qui se sont installées et c'est à nous, je vais dire, de chercher les fonds pour que la personne puisse être prise en charge là-bas. Et donc il y a un autre sujet, Vinciane, qui paraît qu'on entend dans la communauté Huntington en France, c'est le sujet de la fin de vie. Parce que en France, il est très compliqué, voire impossible, de pouvoir finir ses jours comme on le souhaite. Donc là, on parle d'euthanasie. Je suis pas un spécialiste de ce sujet-là, donc moi c'est pour ça que j'aimerais un peu avoir ton regard là-dessus. Je sais que en France c'est compliqué et que on entend souvent des gens qui partent en Belgique pour aller, on va dire, prévoir la fin de leur jour. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus ? Alors, au niveau de l'euthanasie en Belgique, il y a une loi qui existe depuis 2002. C'est une loi qui a été mise en application depuis 2002 en même temps que la loi sur les soins palliatifs et la loi sur les droits du patient. Alors, c'est une loi de dépénalisation de l'euthanasie. Donc, c'est une loi de dépénalisation de l'acte médical. Parce que l'euthanasie, c'est poser un acte médical qui met fin à la vie de quelqu'un d'autre. Et donc, c'est faire en sorte que le médecin qui pose cet acte ne soit pas poursuivi au pénal par rapport à cet acte-là. Donc, c'est pas non plus, on arrive en Belgique, on fait une demande, et puis ça coule tout seul pour obtenir une réponse. Il y a vraiment toute une série de critères dans lesquels auxquels le patient doit répondre. Il doit contacter un premier médecin, un premier avis, un deuxième avis médical. Il doit y avoir un avis aussi au niveau d'un médecin psychiatre qui va déterminer la capacité de jugement du patient ou la capacité du patient à prendre cette décision par rapport à lui-même. C'est une décision qui doit être répétée à plusieurs reprises à des moments différents. Et les médecins qui accompagnent le patient doivent être des médecins qui n'ont pas un intérêt, je vais dire, par rapport à la fin de vie du patient. Et il doit y avoir également une personne de confiance qui doit être nommée, enfin en tout cas désignée par le patient. Et là aussi, cette personne ne doit pas avoir d'intérêt dans la fin de vie de la personne. Et les médecins doivent, dans les 4 jours de l'acte, je vais dire, rendre aussi un rapport à une commission de contrôle et d'évaluation pour voir si tout s'est bien passé, si ça s'est bien fait dans le cadre de la loi, si le patient répondait bien aux critères, etc. Donc c'est pas aussi simple. C'est pas facile, ouais. Ben, ça peut l'être si on est dans les conditions et si on suit le parcours, mais il suffit pas de passer un coup de fil, prendre un rendez-vous et puis demain on n'est plus là, quoi. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a tout un processus. Il y a tout un processus à respecter. Et qu'est-ce que tu conseillerais à une famille qui voudrait se renseigner un peu plus en détail et où en France ils trouveraient pas les réponses qu'ils souhaitent? Qu'est-ce que tu conseilles à la famille? C'est un peu compliqué dans le sens où, vu que chez vous, c'est quand même un sujet, c'est fort tabou quand même. On parle pas je vois même sur les réseaux sociaux, les échanges à ce niveau-là, on voit entre guillemets qui est en Belgique et qui est en France, parce que les mentalités sont différentes à ce niveau-là. Parce qu'ici, c'est vraiment c'est le respect du choix du patient. Je dis pas que c'est pas le cas en France, mais ça reste compliqué.
où ici, d'emblée, les questions de fin de vie, elles sont pratiquement abordées avant que le patient soit vraiment à un stade avancé. On n'attend pas d'arriver à ce qu'il ne sache plus s'exprimer, à ce qu'il soit complètement grabataire pour se poser la question d'une part de l'euthanasie, mais de la gastrostomie. Maintenant, l'euthanasie n'est pas spécialement le sujet abordé d'emblée. C'est le patient qui dit aussi, moi, si j'arrive à tel stade de la maladie, je ne souhaite pas ceci, je ne souhaite pas cela. Ouais. Et je souhaiterais me faire euthanasier si je veux pas ressembler à mon parent, je veux pas arriver à un tel état de dégradation, etc. Donc, ça donne une indication aux professionnels qui accompagnent de vers quoi il veut aller. Donc, c'est d'être attentif aussi que s'il y a une demande à un moment donné, il faudra pouvoir mettre les choses en place pour pouvoir respecter cette volonté. Maintenant, c'est pas parce que on vit en Belgique et qu'on souffre de la maladie de Huntington que systématiquement c'est accepté. C'est vraiment au cas par cas et par chaque situation. Ouais. Si la personne est trop loin dans l'évolution de la maladie, qu'elle n'est pas dans une capacité de s'exprimer, de faire la demande, ça fonctionnera pas. D'accord. Ok. Donc au niveau conseil, il y a des associations en Belgique et je pense qu'elles doivent avoir aussi l'équivalent en France, les associations d'aide Ici, c'est la DMD en Belgique. Je ne sais pas si elle existe en France. C'est une association qui, justement, est assez pro-euthanasie, je vais dire, et qui explique un petit peu toutes les démarches à faire quand on souhaite s'orienter sur cette voie-là. Ouais. Et si le médecin qu'on a contacté ne souhaite pas le pratiquer, parce que ça reste un choix pour le médecin aussi, il n'est pas obligé de le faire. Tout à fait. C'est de pouvoir orienter vers un confrère qui lui accepte d'accompagner le patient. D'accord. Ok. Donc c'est vraiment, donc si on comprend, c'est vraiment une décision qui doit se prendre en amont, qui est bien réfléchie par le patient. Donc c'est vrai que depuis la France, je pense qu'en effet il y a des associations. Encore une fois, on n'est pas des spécialistes du sujet. On parle un peu de toi et moi avec notre expérience et voilà. Donc c'est quelque chose à creuser. C'est possible en Belgique, mais sous des conditions et sous un processus bien particulier. Voilà. Encore une fois, c'est pas aussi facile que des fois on peut l'entendre au sein de la communauté Huntington sur les réseaux ou autres. Mais j'imagine en tout cas que les situations dans lesquelles ça s'est produit pour des patients français, ils ont probablement annoncé les choses en dernière minute à leur entourage en France ou fait savoir en France parce que la mentalité par rapport au sujet fait que c'est compliqué. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu tout un travail en amont, des contacts en amont pour qu'effectivement ils puissent arriver à ce que cette demande soit entendue et qu'on l'accompagne sur ce chemin-là, quoi. Ok. Écoute, merci Vinciane déjà pour nous avoir un peu expliqué comment ça se passe en Belgique. Bon, moi de ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses similaires. C'est un pays où quand même les malades Huntington sont quand même bien pris en charge, même si on peut toujours faire mieux, mais c'est quand même, je pense, on le voit plus avec l'association belge, que vous accompagnez, que vous faites tout votre possible pour les accompagner dans la prise en charge et dans la vie et dans toutes les étapes du malade. Donc voilà, moi c'est un peu ce que j'en retiens. Est-ce que si je te donne un peu le mot de la fin, si je te laisse, est-ce que tu aurais un conseil ou un mot à nous dire ? Après ton expérience de 22 ans, il faut le rappeler, ça fait 22 ans que... Par rapport au parcours des patients, j'ai quand même pu voir qu'il y a eu une évolution sur ces 20 dernières années en termes de connaissance de la maladie, de compréhension et d'ouverture par rapport à ce type de patient qui, rappelons-le, il y a X années d'ici, c'était le patient qu'on n'avait pas envie de voir et qui était enfermé dans une chambre et on ne s'occupait pas trop de lui parce qu'il faisait peur, etc. Maintenant, il y a quand même une évolution à ce niveau-là. Maintenant, ça reste un combat tous les jours. Il y a encore du travail à faire, hein. On est loin du compte, malheureusement, parce qu'il y a encore plein de choses à améliorer. Les systèmes de soins de santé sont pas non plus... ils ont le mérite d'exister. La sécurité sociale a le mérite d'avoir toute une série de services en place également, mais rien n'est parfait.
en tant qu'association, et je pense que ça soit au niveau des associations françaises et autres, on est un petit peu les chaînons manquants dans les rouages en fait de ce système un peu compliqué dans chaque pays, je pense, avec chacun sa complexité. Et on est là, je pense, pour être à l'écoute et guider les malades et les familles et les accompagner au mieux. Mais voilà, ça reste un défi quotidien, je pense, pour chaque famille. Merci Vinciane, en tout cas, pour ton témoignage. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout cet épisode. Je vous rappelle que l'association Huntington France est là pour vous et que la meilleure manière d'être informé de la recherche et de la prise en charge de la maladie, c'est d'adhérer à l'association. Merci à tous et à bientôt.